Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les cartels de la drogue. Oubliez les récits édulcorés des films et documentaires où la criminalité semble naître d'une évidence simple. Un criminel voit le jour, grandit, puis conquiert le monde. Mais si la réalité était bien plus sombre, plus complexe, et surtout bien plus insidieuse. Et si l'histoire de l'une des organisations criminelles les plus puissantes de Colombie ne commençait pas par des éclats de violence, mais par la fin silencieuse de jeunes ambitieux, rejetés par le système, poussés dans les bras du monde souterrain. Et si je vous révélais que derrière les plus grands narcotrafiquants du siècle dernier se cachait toute une génération qui, dans l'ombre d'Escobar et de son cartel de Medellín, bâtissait quelque chose de bien plus organisé, bien plus cruel, et pourtant demeurant quasiment inconnu du grand public. Ceci est l'histoire du cartel de la Val del Norte, une organisation qui a transformé la chaude vallée du Cauca en une fabrique de mort, produisant non seulement de la cocaïne, mais aussi du sang et du deuil à travers toute l'Amérique du Sud. Lorsque l'on évoque les années 70 en Colombie, on se remémore la crise économique, le chômage et la misère qui affligeaient de vastes régions du pays. Dans la vallée du Cauca, située dans le sud-ouest de la Colombie, cette détresse revêtait un caractère particulièrement dramatique, presque tragique. C'était une terre au potentiel immense, des sols fertiles, une position stratégique entre le port de Buenaventura et le reste du territoire, des infrastructures déjà développées. Pourtant, la terre, comme c'est souvent le cas, n'était pas équitablement répartie. Tandis que certaines familles possédaient de vastes plantations et usines, les jeunes des quartiers ouvriers de Cali, Tuluá et Cartago ne possédaient rien. C'est dans cette atmosphère entre la fin des années 70 et le début des années 80 qu'est née la génération de ceux qui se désigneraient plus tard comme les fondateurs du cartel de la Val del Norte. Ils étaient jeunes, affamés et prêts à tout risquer pour s'élever de la poussière à la notoriété. Mais il ne s'agissait pas d'une explosion spontanée d'activités criminelles. Ce fut un travail discret et méthodique. Tandis que le cartel de Medellín, sous l'égide d'Escobar, affrontait l'État au vu et au su de tous, alors que le ciel au-dessus de Bogota s'illuminait d'explosions et que les journaux relataient chaque assassinat de politiciens, une histoire tout à fait différente se tissait dans la Val del Cauca. De jeunes narcotrafiquants, des individus comme José Luis Quilim Sotos, Quilim Becker et d'autres futurs chefs, débutèrent eux modestement. Ils collaboraient avec des fournisseurs locaux, mettaient en place de petits laboratoires dans des fermes isolées, loin des regards indiscrets. Les premières opérations étaient de faible envergure, 10 à 15 kg de cocaïne par mois, une somme modeste, à peine suffisante pour subsister. Ils opéraient dans l'ombre des grands barons, apprenant et assimilant les rouages d'une organisation criminelle pour survivre et prospérer. Mais ici, contrairement à Medellín, tout était structuré différemment. Ici, on bâtissait un système, non pas l'empire d'un seul homme. Entre 1984 et 1985, les opérations modestes cessèrent de l'être. Les volumes augmentèrent, passant de 50 à 80 kg par mois, puis à 150 et enfin à 300. Les jeunes trafiquants, qui considéraient autrefois un seul kilogramme de cocaïne comme une fortune, raisonnaient désormais en tonnes. Ils agrandissaient les laboratoires, recrutaient du personnel et bâtissaient des chaînes logistiques. Ce fut à cette période qu'un moment crucial survint, celui où l'activité criminelle locale se mua en criminalité organisée. Ils commencèrent à acquérir systématiquement le contrôle des territoires dans la Val del Cauca. Les premiers conflits sérieux éclatèrent avec des groupes déjà établis dans la région, y compris les vestiges de l'organisation de Manuel Narcos, un homme qui avait été un trafiquant influent, mais dont l'étoile pâlissait déjà. Entre 1985 et 1986, la jeune génération avait triomphé. Il n'était pas aussi flamboyant qu'Escobar, ne faisait pas exploser des commissariats et n'affichait pas leurs portraits dans les rues, mais il possédait la vallée, décidait qui pouvait commercer, qui devait s'acquitter de taxes auprès de leur empire criminel et qui devait disparaître. Le premier patrimoine financier de cette organisation naissante était estimé à environ 50 à 100 millions de dollars par an, une somme fantastique pour l'époque qui ouvrait les portes d'un pouvoir illimité. Ce n'était pas une histoire de hasard ou de chance, c'était le récit d'un système né du dénuement et de la fin de la jeunesse qui se transforma en l'un des appareils criminels les plus organisés d'Amérique latine. Le système qui émergeait dans la Val del Cauca durant ces années-là exigeait non seulement du courage et une soif de pouvoir. Il demandait également de l'intelligence, une maîtrise organisationnelle et un calcul froid. Et ce sont précisément ces qualités qui distinguaient la jeune génération de narcotrafiquants de leurs prédécesseurs. Vers 1986, alors que l'influence du cartel de Medellín commençait à s'affaiblir sous les coups portés par l'État et qu'Escobar lui-même passait de plus en plus de temps en fuite, la structure en gestation dans la Val del Cauca devenait de plus en plus organisée.
José Luis Quilim Sotos, l'homme qui allait diriger l'organisation durant ces années les plus puissantes, comprit une vérité simple. Un empire bâti sur le chaos et la témérité s'effondre rapidement. Un système était nécessaire, et ce système commença à prendre forme. Officiellement, le cartel de la Val del Norte fut structuré entre 1986 et 1987. Sa configuration reposait sur les principes d'une organisation d'entreprise classique, mais avec une dimension criminelle. Au sommet siégeaient les principaux chefs, Quilimbe Sotos, Quilimbe Becker et d'autres figures clés qui élaboraient la stratégie. Mais ici, à la différence de Medellín, il n'y avait pas de dictateur solitaire. Il existait un système de gestion collégiale, où les décisions étaient prises de manière concertée. Au-dessous se trouvait le département de la logistique et de la production, dirigé par des spécialistes qui maîtrisaient l'organisation des laboratoires, la gestion de la production et la dissimulation des traces. Vint ensuite le département financier, où travaillaient des personnes qui, dans une autre vie, auraient pas la pu officier dans des banques. Elles blanchissaient l'argent, organisaient des transferts internationaux via des montages complexes et créaient des sociétés écrans. Il y avait aussi le département de la sécurité et des miliciens, ces mêmes individus qui réglaient les conflits par les armes. Et il ne s'agissait pas d'un rassemblement fortuit, c'était pratiquement une armée, organisée professionnellement, disciplinée et impitoyable. La rupture avec le cartel de Cali ne fut pas immédiate, mais graduelle. Au début des années 80, les jeunes trafiquants du coca restaient subordonnés aux structures contrôlées par Cali. Ils s'acquittaient de leurs taxes, exécutaient les ordres et utilisaient les routes désignées par les chefs de l'ancienne organisation. Mais entre 1986 et 1987, la situation évolua. Leurs propres itinéraires apparurent, ainsi que leurs laboratoires et leurs hommes. Le conflit était inévitable, et quand il éclata, les jeunes narcotrafiquants étaient prêts. Ils se montrèrent plus forts, mieux organisés, plus astucieux que la génération précédente. Vers la fin de 1987, le cartel de la Val del Norte avait totalement pris le contrôle de son territoire, s'assurant le droit de se nommer une organisation indépendante. Les premières expéditions vers les États-Unis sous la bannière d'une organisation indépendante commencèrent à la fin de 1987. Les volumes étaient modestes comparés à ce qui allait suivre, mais pour l'époque, ils étaient impressionnants. De 10 à 15 tonnes par mois en 1987, l'organisation passa à 20 à 30 tonnes vers la fin de 1988, puis à 50 à 80 tonnes d'ici 1990. C'était une courbe de croissance exponentielle. Les itinéraires furent établis à travers le Mexique en utilisant les liens avec les syndicats de Sinaloa qui disposaient déjà de canaux de livraison bien établis aux États-Unis. Quilim Sotos comprit que pour la sécurité et l'expansion des affaires, des partenaires mexicains étaient essentiels. Et il établit ces liens, ces premières négociations qui eurent lieu entre 1987 et 1988 entre les chefs du coca et les narcotrafiquants de Sinaloa marquèrent le début d'une alliance internationale qui allait porter ses fruits pendant les décennies suivantes. Les flux financiers qui commencèrent à affluer dans les caisses de l'organisation étaient tout simplement stupéfiants. Si auparavant le revenu annuel était estimé entre 50 et 100 millions de dollars et réparti entre des dizaines de groupes locaux, l'organisation unifiée, pour l'année 1988 et 1989, collectait désormais entre 200 et 400 millions de dollars. Vers 1990, ce chiffre avait grimpé à 500 à 600 millions. C'était un revenu qui permettait de corrompre pratiquement l'intégralité de l'appareil étatique de la région. Gouverneurs de la Val del Cauca, chefs de police locaux, juges, tous figuraient sur la liste des bénéficiaires du cartel. Peut-être ne le savaient-ils pas ouvertement, mais l'argent circulait et les gens changeaient. Ce n'était plus seulement une organisation criminelle, c'était un pouvoir parallèle qui coexistait avec l'État et, à certains moments, le dépassait même en influence. Vers 1990, le cartel de la Val del Norte avait cessé d'être jeune et affamé. Il était devenu une puissante machine organisée pour la production de drogue et la mort, prête à combattre tous. L'État, les concurrents, l'histoire elle-même. Mais l'argent et le pouvoir, comme il advient souvent dans l'histoire des organisations criminelles, ne sauraient exister sans conflit. Ce fut précisément au début des années 90, alors que le cartel de la Val del Norte atteignait une puissance et une influence inattendues pour tous, que les premières fissures sérieuses commencèrent à apparaître au sein de l'organisation. De nouvelles figures influentes intégrèrent la structure, apportant avec elles de nouvelles ambitions, de nouvelles visions sur la manière dont l'organisation devait se développer. Alfredo Pavada, l'homme qui serait plus tard connu sous le surnom de El Mono, le singe, rejoignit l'organisation environ entre 1990 et 1991. C'était un jeune et brutal sicario qui gravit très rapidement les échelons de la hiérarchie grâce à ses compétences en matière de guerre et à sa cruauté. Ivana Aspila, une autre figure clé de cette époque, commença également à gagner en influence. Et Becker Ossina,
un homme doté d'une expérience criminelle et de liens avec les syndicats mexicains, devint progressivement de plus en plus important dans la structure. Chacun d'eux en voulait davantage. Chacun d'eux se voyait au sommet de l'organisation. Et ici, contrairement aux premières années de la création du cartel, où tous travaillaient dans la même direction, deux factions distinctes commencèrent à émerger. La première faction pouvait être qualifiée de légaliste, des individus qui pensaient avant tout à l'argent, à la production, à la logistique. Ils étaient représentés par les anciens chefs tels que Kilimb et ses associés, qui bâtirent l'empire lentement, avec calcul, pesant chaque décision. La seconde faction était constituée des troupes, des sicarios, des personnes qui voulaient la guerre, qui envisageaient l'avenir du cartel par la supériorité militaire, par l'élimination impitoyable des concurrents et par l'établissement de nouvelles règles du jeu plus cruelles. Cette division était inévitable car une organisation qui comptait 50 personnes en 1987 était passée à 800 à 1000 miliciens actifs entre 1993 et 1994. Une telle expansion engendre toujours l'émergence d'opinions et de conflits divergents. Mais dans ce cas, c'était particulièrement dangereux car il s'agissait du contrôle d'une entreprise valant plusieurs milliards. Les premiers affrontements sérieux débutèrent en 1992. L'ennemi que le cartel de la Val del Norte avait face à lui était bien connu. Il s'agissait des vestiges du cartel de Manuel Narcos, un homme qui avait été l'un des plus grands trafiquants de la région, mais dont l'autorité déclinait de jour en jour. Manuel Narcos, qui menait ses affaires depuis les années 70, ne pouvait accepter que de jeunes narcotrafiquants aient pris le contrôle de son territoire. Tout au long de 1992 et 1993, une guerre active fit rage entre ces deux organisations. Il ne s'agissait pas seulement d'homicides isolés, c'était une guerre systématique, de sang-froid, où chaque partie cherchait à détruire la structure de l'adversaire. Le nombre d'homicides dans la région augmenta de 50 à 100 par mois au début de 1992 pour atteindre 300 à 400 par mois vers la fin de 1992. Les familles des concurrents étaient attaquées, leurs maisons explosées, leurs affaires détruites. C'était une guerre qui ne se menait pas sur un champ de bataille, mais dans les rues des villes, dans les foyers, partout. Vers 1994, Manuel Narcos fut assassiné. Son corps fut découvert le 1er février 1994 à Tuluá. La mort de cet homme marqua la fin d'une ère. Elle signifia que le cartel de la Val del Norte avait entièrement pris le contrôle de la région. Mais cette victoire n'apporta pas la paix intérieure. Au contraire, elle exacerba les conflits internes, car désormais le territoire était encore plus vaste, les ressources encore plus immenses, et la lutte pour leur contrôle devint de plus en plus féroce. Pendant ce temps, la guerre avec l'État s'intensifiait également. La police colombienne, la DEA américaine et les services de secret commencèrent à concentrer de plus en plus leur attention sur la Val del Cauca. Ils comprenaient qu'une nouvelle force, un nouveau centre de pouvoir criminel y prenait naissance. Les opérations contre le cartel avaient débuté déjà entre 1991 et 1992, mais entre 1993 et 1994, elles devinrent systématiques. Les agents de la DEA établirent les premières bases sérieuses à Cali et dans les villes environnantes. Les unités spéciales colombiennes lancèrent des opérations actives. Les premières arrestations importantes de miliciens et de trafiquants commencèrent en 1993. Cette seule année, plus de 150 membres actifs de l'organisation furent arrêtés. Mais l'organisation était déjà assez puissante pour continuer à opérer. De nouvelles personnes remplaçaient les morts et les arrêtés. À la fin de 1994, l'organisation non seulement survécut, mais confirma sa domination dans la région. Les volumes de production et de vente grimpèrent à 100 à 120 tonnes de cocaïne par mois. Les expéditions internationales s'étendirent au-delà des États-Unis. La cocaïne de la Val del Norte commença à atteindre l'Europe et d'autres pays. La situation financière de l'organisation à cette période était estimée à 1 milliard à 1,5 milliard de dollars par an. C'étaient des sommes cyclopéennes, des sommes qui permettaient au cartel d'acquérir des armes, d'engager les meilleurs avocats, de corrompre des fonctionnaires au plus haut niveau. Mais surtout, c'étaient des sommes qui permettait au cartel de se préparer à une guerre qui était déjà à l'horizon. La guerre qui se préparait durant toute l'année 1994 commença à se manifester dans toute sa terrifiante ampleur entre 1995 et 1996. Mais c'était une guerre d'une nature radicalement différente du conflit avec les vestiges du cartel de Narcos. C'était une guerre contre des forces qui semblaient invincibles. Une guerre contre l'État, contre les services secrets américains et plus important encore, contre les restes de puissants groupes organisés qui avaient été évincés du territoire du cartel de la Val del Norte. Il s'agit, en premier lieu, des APRESA, forces parallèles de résistance organisée qui se formèrent à partir de miliciens du cartel de Cali dispersés, de membres éparpillés de Medellín et d'autres groupes criminels locaux. C'étaient des personnes qui n'avaient rien à perdre, qui n'avaient que de la rage et une soif de vengeance. Et elles décidèrent d'attaquer. Dès 1995, le nombre d'homicides dans la région commença à croître de manière exponentielle. Si les années précédentes,
La moyenne mensuelle des victimes oscillait entre 300 et 500. Vers le milieu de 1996, ce chiffre atteignit 800 à 1200 homicides par mois. Il ne s'agissait pas d'une guerre entre organisations au sens classique. C'était une catastrophe générale, un fléau qui avait frappé une région entière. Procureurs, juges, policiers, journalistes, tous devenaient des cibles. Mais la cible principale était les gens ordinaires, des civils qui vivaient dans les mauvais quartiers ou se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Entre 1995 et 1996, plus de 10 000 personnes furent tuées dans la seule région de la Val del Cauca. Ce n'étaient pas des unités statistiques, c'étaient des personnes avec des noms, des visages, des familles. Chaque cadavre était une histoire. L'histoire d'une personne qui avait entendu par hasard une conversation ou dont la sœur fréquentait un milicien de la mauvaise organisation ou qui se trouvait simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Pour survivre, le cartel de la Val del Norte fut contraint de s'unir à l'une des forces les plus dangereuses et idéologiquement radicales de la Colombie de cette époque, l'AUC, les Autodéfenses Unidas de Colombia. Cette organisation, qui dans sa propagande se positionnait comme une unité de combat contre le communisme et les organisations guérilleras, n'était en réalité rien d'autre qu'une armée de tueurs à gages pour les basses œuvres. Les contacts entre le cartel de la Val del Norte et l'AUC s'établirent approximativement entre 1994 et 1995. Mais la coopération officielle débuta précisément en 1995, lorsqu'il devint évident que de simples structures criminelles ne pourraient pas résister à la vague de violence. Les sicarios de l'AUC percevaient des salaires du cartel, de 500 à 2000 $ par mois selon leur rang, et en retour ils éliminaient les ennemis de l'organisation. Mais il ne s'agissait pas seulement de mercenariat. Entre l'AUC et le cartel de la Val del Norte, un système de compréhension mutuelle et de contrôle pratiquement total sur la région s'établit. En 1997, un événement survint qui démontra jusqu'où l'organisation était prête à aller dans sa lutte pour le pouvoir. Le 6 août 1997, le procureur Jaime Pardo Leal fut assassiné, un homme qui menait une enquête active contre le cartel de la Val del Norte et ses liens avec des figures de l'État. L'homicide fut commis par un sicario engagé par Alfredo Pavada El Mono sur ordre des sceaux dirigeants du cartel. Ce ne fut pas un meurtre dissimulé, ni un crime secret. Ce fut un message signifiant qu'aucune charge étatique, aucune position dans la société ne vous protégerait de la longue main de l'organisation. La mort de Pardo Leal ébranla le pays. Les systèmes judiciaires commencèrent à opérer avec une prudence accrue. L'État, déjà faible dans la lutte contre la criminalité organisée, était désormais paralysé par la peur. Mais cet homicide devint aussi un tournant dans l'histoire de la lutte contre les cartels de la drogue en Colombie. Il contraignit les services secrets américains et le gouvernement des États-Unis à accroître la pression sur l'État colombien, exigeant une lutte plus active contre les organisations. Par ironie du sort, ce fut précisément cette lutte intensifiée qui commença à causer de réels dommages au cartel de la Val del Norte. Entre 1996 et 1998, des dizaines de figures clés de l'organisation furent arrêtées. Chefs des départements logistiques, principaux financiers, commandants des unités de combat, l'un après l'autre tombaient entre les mains de la justice. Vers la fin de 1997, le nombre de miliciens actifs du cartel diminua de 1500 à 2000 personnes, en 1995 à 1000 à 1200. Mais malgré cela, l'organisation continua de s'étendre. Pourquoi ? Parce que l'argent continuait de circuler. Selon les estimations de la DEA, le chiffre d'affaires annuel du cartel de la Val del Norte entre 1996 et 1998 s'élevait à 3 à 4 milliards de dollars. C'étaient des sommes cyclopéennes qui permettaient à l'organisation de supporter les pertes, d'engager de nouvelles personnes, de remplacer les tués. Cette guerre, débutée en 1995, était une confrontation entre le système étatique, lent et corrompu, et une organisation rapide, sans scrupules et dotée de ressources financières illimitées. Et dans cette guerre, le cartel était en train de gagner. Mais chaque empire à son apogée, un point au-delà duquel commence le déclin inévitable. Pour le cartel de la Val del Norte, ce fut la période entre 1998 et 2000, une période où l'organisation atteignit le sommet de sa puissance et simultanément commença à mettre en place les mécanismes qui allaient à plus tard précipiter sa chute. En 1998, le cartel contrôlait plus de 70% de toute la production de cocaïne dans le sud de la Colombie. Ce n'était pas seulement une domination locale, c'était pratiquement un monopole total sur la production de l'une des marchandises les plus lucratives au monde. Les volumes de production atteignirent leur pic, plus de 500 tonnes de cocaïne par mois, ce qui équivalait à environ 6000 tonnes par an. Pour appréhender l'échelle, c'était une productivité annuelle qui équivalait à environ 60 à 70% de toute la cocaïne qui se retrouvait sur le marché noir mondial.
Une goutte de ce flux coûtait des millions, la totalité de ce fleuve coûtait des milliards. L'expansion hors de Colombie avait débuté plus tôt, mais entre 1998 et 1999, elle prit un caractère systématique. Le cartel de la Val del Norte établit des liens directs avec des organisations au Panama, au Costa Rica et en Équateur. Il ne s'agissait pas seulement de contacts entre groupes criminels, il s'agissait de la création d'un système entier de logistique internationale, où chaque élément remplissait sa propre fonction. Au Panama se trouvaient les centres de distribution, où la cocaïne était reconditionnée et expédiée ailleurs. Au Costa Rica, il y avait les centres d'opération financières, où l'argent était blanchi via des casinos, des hôtels et d'autres entreprises légales. En Équateur, des terminaux portuaires furent ouverts pour l'expédition des marchandises par voie maritime. C'était une structure d'entreprise appliquée à l'activité criminelle, et elle fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Mais il y avait aussi autre chose qui distinguait cette période de toutes les précédentes. Il s'agissait de l'expansion en Europe et de l'expérimentation de nouvelles routes. Entre 1998 et 1999, les premières expéditions directes de cocaïne du cartel de la Val del Norte commencèrent à arriver aux Pays-Bas, en Espagne et dans d'autres pays européens. Les volumes étaient initialement modestes, 50 à 100 kg par envoi, mais augmentèrent progressivement. Vers 2000, plus de 200 tonnes de cocaïne, directement ou indirectement liées au cartel de la Val del Norte, avaient transité par la seule ville portuaire espagnole de Barcelone. Des liens apparurent avec les syndicats kazakhs et russes, qui aidaient à livrer la marchandise en Europe de l'Est et en Asie. C'était la globalisation du crime à l'état pur. La drogue, cultivée dans les montagnes de Colombie, pouvait désormais se retrouver entre les mains d'un toxicomane des Russes allemands ou d'un financier russe en quelques semaines. La situation financière de l'organisation à cette période était simplement inimaginable pour une personne ordinaire. Le chiffre d'affaires annuel du cartel de la Val del Norte entre 1999 et 2000 était estimé par les analystes de la DEA à 4 à 5 milliards de dollars. Mais il ne s'agissait là que des revenus directs de la vente de cocaïne. Si l'on y ajoute les revenus du trafic d'armes, des crimes contre la personne, des extorsions et d'autres opérations criminelles, le chiffre réel était encore plus élevé, peut-être 6 à 7 milliards de dollars par an. À titre de comparaison, c'était une somme annuelle qui dépassait le budget de nombreux pays africains et latino-américains. Avec cet argent, le cartel achetait tout. Il achetait des politiciens, des juges, des policiers, des généraux, l'armée. Il construisait des hôpitaux et des écoles dans les quartiers où vivaient ces miliciens, s'attirant l'amour de la population locale. Il donnait de l'argent à des œuvres de bienfaisance et parrainait des équipes de football. C'était une forme de souveraineté parallèle qui, à certains moments, surpassait même l'État réel en termes d'influence et de ressources. Il est nécessaire ici de faire une petite digression et de parler de la ville portuaire de Buenaventura. Cette ville, située sur la côte pacifique, était la principale artère par laquelle la cocaïne du cartel de la Val del Norte entrait dans le monde. C'est de là que d'énormes conteneurs, dissimulés dans des bateaux de pêche, des conserves de poissons ou des bananes, étaient expédiés vers les États-Unis, l'Europe et d'autres pays. Entre 1999 et 2000, le cartel de la Val del Norte contrôlait pratiquement tous les terminaux portuaires de Buenaventura grâce à ces hommes qui travaillaient comme douaniers, débardeurs et administrateurs. Les volumes de contrebande via ce seul port atteignaient 100 à 150 tonnes par mois. Les gardes-côtes américains interceptèrent des navires, les douanes européennes trouvaient des conteneurs. Mais c'était comme tenter de percer un barrage avec un tronc d'arbre. La contrebande continuait. Chaque interception représentait une perte de 50 à 200 millions de dollars. Mais l'organisation pouvait se le permettre. Elle pouvait se permettre de perdre des milliards et de continuer à opérer. Car le système était bâti sur l'hypothèse de pertes inévitables. Le système était si puissant que la mort, l'arrestation ou la révélation de quelques individus ne pouvaient l'ébranler. Mais aucun système, aussi parfait soit-il, ne peut exister éternellement sans fractures internes. Et c'est précisément au moment où le cartel de la Val del Norte semblait invulnérable, où son pouvoir paraissait absolu, que les premières fissures commencèrent à apparaître. Des fissures qui, avec le temps, se transformeraient en brèches, puis en divisions à grande échelle. Entre 2000 et 2001, l'organisation fut confrontée à deux problèmes parallèles. Chacun d'eux, à lui seul, aurait pu affaiblir n'importe quelle structure criminelle. Le premier problème était externe. Il s'agissait de la traque intensive menée par la DEA américaine, la police colombienne et les services spéciaux qui commencèrent à comprendre que le cartel de la Val del Norte n'était plus une organisation secondaire, mais aspirait au rôle de principal fournisseur mondial de cocaïne. Le second problème était interne, et c'était une guerre civile naissante entre des factions qui souhaitaient développer les affaires de manière différente. Les premières arrestations sérieuses commencèrent en 2000. En janvier 2000, un groupe de 27 personnes fut arrêté, dont plusieurs financiers
financier clé du cartel qui blanchissait de l'argent via des banques internationales. En mars de la même année, des agents américains saisirent une cargaison contenant plus de 150 kg de cocaïne pure, destinée à être envoyée en Europe via le Panama. Ce furent plutôt les premiers coups sérieux portés à l'infrastructure de l'organisation. Mais le coup le plus dur devait venir plus tard. En octobre 2001, les services spéciaux colombiens et les agents américains menèrent l'une des plus grandes opérations contre le cartel. Le résultat fut l'arrestation de Kilim Becker, l'un des principaux chefs de l'organisation. Becker fut appréhendé dans la petite ville de Tulua alors qu'il tentait de s'échapper. Son arrestation ne signifia pas seulement la perte d'une personne, elle signifia la perte d'une énorme quantité d'informations, car Becker connaissait pratiquement toute la structure de l'organisation. Plus tard, entre 2002 et 2003, Becker accepta de collaborer avec la justice et fournit des témoignages contre d'autres membres du cartel. Mais ces pressions externes n'étaient presque rien en comparaison des contradictions internes qui s'accumulaient au sein de l'organisation. Vers 2002, une image claire de scission s'était formée au sein du cartel de la Val del Norte. D'un côté, il y avait des personnes comme Alfredo Pavada, El Mono, qui voyaient l'avenir de l'organisation à travers une militarisation encore plus poussée, davantage d'actions de combat et la lutte pour les territoires et l'influence. De l'autre côté, il y avait ceux qui voulaient réduire la visibilité de l'organisation, œuvrer davantage par la corruption et les canaux économiques, tuer moins, attirer moins l'attention. Ces deux approches étaient incompatibles. Lorsqu'une telle scission se produit dans une organisation gérée par une direction, elle entraîne la division de l'entreprise en deux parties. Lorsqu'une telle scission se produit dans une organisation criminelle, elle conduit à la guerre. Le premier affrontement armé sérieux se produisit en août 2002, lorsqu'au cours d'un échange de tirs avec une unité de l'armée, Ivana Aspila, l'un des principaux commandants de l'aile militaire du cartel, fut tué. La mort d'Aspila devint un signe symbolique, un signe que l'ère du pouvoir illimité était révolue. Après sa mort, une vague d'arrestations eut lieu. Au cours des 18 mois suivants, d'août 2002 à la fin de 2003, plus de 200 membres actifs de l'organisation furent arrêtés, dont une quarantaine de figures clés occupant des postes de direction. Le nombre de miliciens fut réduit de plus de 2 fois, passant de 1000 à 1200 personnes en 2000, à 400 à 500 personnes vers la fin de 2003. Les opérations financières s'interrompirent. Les routes maritimes devinrent moins fiables. Les terminaux portuaires de Buenaventura firent l'objet d'un contrôle renforcé. Mais le coup le plus dévastateur fut porté en janvier 2004 lorsque José Luis Quilimbe Sotos en personne fut arrêté à Cali. L'homme qui, depuis 1986, avait été le principal architecte de l'organisation, son cerveau et sa volonté. Quilimbe fut appréhendé alors qu'il tentait de s'enfuir, lorsque des agents américains et des services spéciaux colombiens encerclèrent le bâtiment où il se cachait. Au moment de son arrestation furent trouvés des documents, des téléphones, des agendas, tout ce qui donna aux forces de l'ordre une vision complète de la structure de l'organisation. En mai 2005, Quilimbe fut extradé vers les États-Unis où il fut condamné à 25 ans de prison. Son extradition devint un tournant dans l'histoire du cartel de la Val del Norte, car avec son départ, le système qu'il avait créé pendant plus de 2 décennies commença à s'effondrer. Les personnes qui étaient restées unies sous sa direction commencèrent alors à se disperser. Ceux qui le pouvaient cherchaient à se cacher. Ceux qui ne le pouvaient pas se rendaient ou entraient en guerre avec d'autres factions. Vers la fin de 2004, le cartel de la Val del Norte, en tant que structure organisationnelle unitaire, cessa d'exister. Ce qui se produisit après l'arrestation de Quilimbe Sotos était, d'une certaine manière, inévitable. L'effondrement d'une grande organisation se produit rarement en un seul instant. Il se déroule généralement de manière graduelle, comme un bâtiment qui se désintègre, où d'abord les fissures deviennent visibles, puis les briques commencent à tomber. Et ensuite, des murs entiers s'écroulent. Le cartel de la Val del Norte devint précisément un tel édifice. De 2004 à 2008, l'organisation, qui fut jadis une entité unique, gérée par un centre, se transforma en dizaines, puis en centaines de microbandes séparées, chacune d'elles cherchant à survivre dans les dures conditions de la nouvelle réalité. Certaines d'entre elles cherchaient à conserver l'ancien nom, se faisant appeler les vestiges de la Val del Norte ou Narcos, vestiges organisés de la Val del Norte. Mais elles n'étaient plus une seule organisation. C'étaient différentes organisations avec différents leaders, différents objectifs et différentes méthodes. C'était du cannibalisme où la chair d'un monstre mourant devenait la nourriture de centaines de fourmis affamées. La faction la plus significative qui survécut à cette désintégration prit le nom de Narros. Ses principaux leaders devinrent des personnes relativement jeunes et expérimentées au combat, mais dépourvues d'une autorité suffisante pour unir toute l'organisation sous leur pouvoir. C'est précisément dans cette divergence entre ambition et possibilités réelles que réside la clé pour comprendre pourquoi Narros ne parvint jamais à restaurer la puissance antérieure de l'organisation. L'un de ses leaders était Armando Sanchez, connu sous le surnom de El Velonera,
l'homme aux cheveux. Cet homme était un sicario brutal qui avait commencé son parcours dans le monde criminel dès les années 90 comme un simple tueur exécutant les ordres de bandits plus influents. Mais en 2004, il se retrouva être l'un des rares survivants connaissant la structure de l'organisation. Un autre leader était Diego Montoya, qui serait plus tard connu sous le nom de Don Diego. Montoya était un peu plus âgé, un peu plus expérimenté, et c'est pourquoi ses ambitions étaient encore plus grandes. Ces deux-là, Sanchez et Montoya, de 2004 à 2008, se combattirent pour le contrôle total des vestiges de l'organisation. C'était une guerre entre des personnes qui avaient autrefois servi les mêmes chefs et pensaient être des compagnons et des frères. Ils étaient désormais ennemis. Le conflit entre eux fut particulièrement féroce, car à la différence d'autres guerres criminelles, celle-ci était une guerre entre des personnes qui se connaissaient non seulement de réputation, mais aussi personnellement. Elles connaissaient les faiblesses mutuelles, savaient à quels subordonnés on pouvait faire confiance et qui pouvait se retourner contre l'adversaire. En 2005, un événement se produisit qui désintégra définitivement l'organisation. Alberto Artiga, un homme connu sous le surnom de Prof, le professeur fut tué. Artiga était l'un des principaux financiers des structures restantes et un homme qui aurait pu unir les différentes factions. Mais plus important encore, Artiga était un symbole de la vieille garde, un symbole de cette époque où le cartel de la Val del Norte était uni et puissant. Son assassinat en avril 2005 signifia la fin de toute tentative de réintégration, car chaque faction comprenait que si l'unification avait lieu, ce ne serait pas sous sa direction, mais sous celle d'une autre faction. Et cela était inacceptable. Après le meurtre d'Artiga, toute la guerre devint plus féroce, plus personnelle, plus sanglante. Les affrontements armés entre les diverses microbandes qui se faisaient passer pour des parties de la Val del Norte augmentèrent en progression géométrique. Si en 2004, dans la région de la Val del Coca, environ 1000 à 1500 homicides par mois avaient été enregistrés, mais beaucoup d'entre eux étaient la conséquence de la guerre entre Narros et d'autres cartels. Entre 2006 et 2007, ce chiffre s'éleva à 2000 à 3000 homicides par mois. Les rues de la vallée littéralement se noyaient dans le sang. Les enfants allaient à l'école en traversant des rues où les traces des fusillades de la veille étaient encore visibles sur l'asphalte. Les mères qui se rendaient au marché pour acheter de la nourriture rencontraient souvent les cadavres de leurs voisins, pendus au poteau comme un avertissement. C'était une scène apocalyptique qui se déroulait sur fond de montagnes tropicales et d'un ciel cristallin. Le nombre d'unités de combat se déclarant partie de la Val del Norte est tombé en dessous de 600 personnes vers 2006. Vers 2008, il a chuté à 300 à 400 personnes. Mais même avec des effectifs aussi réduits, l'organisation poursuivait ses opérations. Pourquoi ? Parce que la structure avait muté. Elle avait cessé d'être une organisation centralisée que l'on pouvait gérer depuis un lieu unique en impartissant des ordres le long de la hiérarchie. Au lieu de cela, elle était devenue une structure similaire à une architecture de réseau où chaque nœud peut fonctionner indépendamment et la perte d'un nœud n'entraîne pas l'effondrement de l'ensemble du système. Les groupes à Buenaventura opéraient de manière autonome, contrôlant les opérations portuaires et organisant les expéditions de cocaïne vers le Panama et l'Équateur. Les groupes à Nariño opéraient de manière autonome, organisant la production de cocaïne dans les jungles et les laboratoires disséminés dans les montagnes. Les groupes dans d'autres parties de la région opéraient également indépendamment, se consacrant au trafic d'armes, à l'extorsion et à d'autres crimes. Ils pouvaient s'entendre entre eux, échanger des informations, coordonner les expéditions, mais ne dépendèrent pas les uns des autres pour leur survie. C'était l'évolution d'une organisation criminelle, une adaptation aux nouvelles conditions. La gestion centralisée mourait, la structure en réseau survivait. Quant aux grandes figures, la traque à leur encontre continua sans relâche. Entre 2004 et 2008, pratiquement tous les leaders éminents des structures restantes furent arrêtés. Alfredo Pavada, El Mono, l'une des principales figures de la période allant des années 90 au début des années 2000, fut appréhendé le 15 novembre 2004 lors d'une opération des unités spéciales qui encerclèrent sa maison sûre à Tulua. Au moment de son arrestation, plus de 500 000 $ en espèces, 10 kg d'or et des documents révélant les détails de ses opérations financières furent confisqués. Gerardo Maguyan, connu sous le nom de El Paisa, fut tué en 2006 par des sicarios engagés par une faction rivale. Luis Carlos Alberta fut arrêté en 2007 au Panama, où il avait tenté de fuir après la désintégration de sa position au sein de l'organisation. Chaque arrestation signifiait la perte non seulement d'une personne, mais d'une quantité entière d'informations, d'un réseau entier de contacts. Les volumes de production et de distribution de cocaïne diminuèrent d'environ 3 fois, passant de 500 à 600 tonnes par mois au début des années 2000 à 150 à 200 tonnes par mois vers 2008. Les opérations portuaires à Buenaventura, qui étaient autrefois presque entièrement contrôlées par l'organisation, étaient désormais contrôlées par des microbandes fragmentées et l'efficacité de leur travail diminua significativement.
Les interceptions de cocaïne par les forces de l'ordre américaines et européennes devinrent de plus en plus nombreuses. Si entre 1999 et 2000, la DEA interceptait environ 10 à 15% des expéditions du cartel, vers 2008, ce chiffre était monté à 35 à 40%. Mais même lorsqu'une organisation devient si fragmentée qu'elle semble pratiquement morte, la traque de ses leaders restants continue avec la même impitoyabilité. Et c'est précisément dans la période entre 2008 et 2012 que se produiront les événements qui enterreront définitivement les dernières espérances de reconstruire le cartel de la Val del Norte comme une force unitaire. Ce fut une période où les services secrets internationaux, qui avaient appris à interagir entre eux dans la lutte contre la criminalité organisée, commencèrent à porter des coups aux vestiges de l'organisation avec une précision et une coordination sans précédent. La DEA américaine, la police colombienne, les services secrets du Panama, du Costa Rica et d'autres pays, tous travaillaient dans un système coordonné, échangeant des informations en temps réel, synchronisant les opérations pour ne laisser aux criminels aucune chance de salut. En décembre 2008, un événement se produisit que beaucoup considérèrent comme la fin symbolique du cartel de la Val del Norte. Diego Montoya, connu sous le surnom de Don Diego, l'un des deux principaux leaders de Narcos, fut localisé et éliminé suite à une opération conjointe d'agents américains de la DEA, de la CIA et d'unités spéciales colombiennes au Panama. L'opération fut brillamment planifiée. Les agents reçurent des informations sur sa position d'un informateur qui était l'un de ses propres subordonnés, une personne qui avait décidé que l'avenir de cet ennemi de la criminalité n'existait plus. Les agents le trouvèrent dans un hôtel à Panama City et le capturèrent. Mais au lieu de l'interroger, Montoya fut livré aux autorités panaméennes qui, à leur tour, le remirent aux autorités colombiennes. Sa disparition lors de l'opération panaméenne en décembre 2008 signifia la fin de l'une des deux principales factions de Narcos. La moitié de l'organisation restante perdit son leader et se dispersa rapidement dans différentes directions. Après la mort de Montoya, la direction de l'organisation passa entièrement à Armando Sanchez Elvelonera. Mais il s'agissait déjà d'une direction sur un fantôme. Le nombre de miliciens actifs diminua encore davantage. Vers 2009, il ne restait plus que 200 à 250 personnes qui pouvaient se définir comme membres d'une structure organisée. Sanchez, qui était un milicien, non un financier ou un stratège, ne parvint pas à restaurer le modèle économique de l'organisation. Ces tentatives de centraliser le pouvoir n'entraînèrent qu'une scission plus profonde. Les gens commencèrent à partir. Certains tentèrent de rejoindre d'autres cartels, le LN ou les FARC, qui contrôlaient certains territoires. D'autres tentèrent de créer leurs propres micro-bandes indépendantes. D'autres encore essayèrent simplement de se cacher et de survivre à la guerre. Mais l'essentiel était que le système s'effondrait chaque jour plus rapidement. L'arrestation d'Armando Sanchez Elvelonera eut lieu en 2010. Sanchez fut appréhendé par des agents américains travaillant en étroite collaboration avec la police colombienne. Après une série d'opérations de surveillance de ses mouvements et contacts, les agents réussirent à déterminer sa position à Cali. Sanchez fut incarcéré en Colombie, mais fut ensuite extradé vers les États-Unis où en 2011, il fut condamné à 30 ans de prison. Son arrestation signifia la fin de la lutte pour la restauration du cartel de la Val del Norte. Car si l'homme qui occupait le sommet de l'organisation à la fin de son histoire ne put échapper à la justice, alors personne n'aurait pu. La nouvelle de l'arrestation de Sanchez se propagea parmi les vestiges de l'organisation, brisant définitivement le moral des gens. Pendant toute la période entre 2008 et 2012, pratiquement toutes les personnalités de premier plan des niveaux de gestion inférieurs et intermédiaires de l'organisation furent arrêtées ou tuées. John Amer Idiaraga, connu sous le nom de El Chino, fut arrêté en 2009. Carlos Ospina, surnommé Tonio, fut tué en 2010. Fabián Uriao, un financier de haut rang, fut arrêté en 2011 au Panama. À chaque arrestation, les forces de l'ordre obtenaient toujours plus d'informations sur la structure de l'organisation, sur les routes de livraison de la cocaïne, sur les schémas de financement, sur les personnes qui aidèrent l'organisation par divers canaux de corruption. Parallèlement à cela, les volumes de livraison de cocaïne diminuèrent encore davantage. Vers 2012, les volumes de production et de distribution chutèrent à 50 à 80 tonnes par mois, c'est-à-dire environ 6 à 10 fois moins que le pic d'activité à la fin des années 90. Les opérations portuaires à Buenaventura, qui était autrefois la principale artère du commerce de la cocaïne de l'organisation, furent presque entièrement reprises par d'autres cartels ou furent détruites par les efforts conjoints des forces de l'ordre. Vers 2012, ce qui avait été autrefois une organisation redoutable cessa pratiquement d'exister comme force unitaire, mais cela ne signifiait pas qu'elle avait complètement disparu. Le crime, comme la nature, n'aime pas le vide. Et là où une organisation mourait, d'autres naissaient. Mais elles ne naissaient pas des ruines du cartel de la Val del Norte. Elles devenaient ces ruines,
son sédiment, son écho. De 2012 à 2018, un processus que l'on peut appeler la métamorphose de la mort se produisit. Les membres restants du cartel ne furent pas détruits, ils furent absorbés. Certains d'entre eux intégrèrent les structures des organisations guérilleras de gauche, l'ELN, Armée de libération nationale, et les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie. D'autres rejoignirent les micro-cartels émergents qui commencèrent à combler le vide laissé par la chute de la Val del Norte. D'autres encore disparurent simplement. Soit ils moururent, soit ils finirent en prison, soit ils se cachèrent sous de nouvelles identités dans d'autres pays. Le processus d'absorption fut méthodique et pratiquement indolore pour l'État, car celui-ci n'en tira que des avantages. Si auparavant l'État devait combattre une force puissante et organisée, il avait désormais affaire à une multitude de cellules faibles et fragmentées, chacune d'elles représentant une menace bien moindre. Les miliciens, qui auparavant gagnaient de 5 000 à 10 000 dollars par mois en tant que membres d'une structure organisée, recevaient désormais de 300 à 500 dollars par mois, travaillant pour l'ELN ou pour des microbandes indépendantes. Leur statut chuta en même temps que leur salaire. Ceux qui commandaient 100 hommes commandèrent maintenant une douzaine. Ceux qui possédaient des villes entières possédèrent maintenant une rue. Ce fut une dégradation sociale qui accompagna la désintégration physique de l'organisation. Mais il y avait un lieu qui resta d'une importance cruciale même après la disparition pratique du cartel de la Val del Norte, la ville portuaire de Buenaventura. Ici, sur la côte pacifique, où des navires porte-conteneurs de différentes parties du monde arrivaient et partaient chaque jour, la cocaïne restait le roi. Entre 2012 et 2018, Buenaventura devint le théâtre d'une lutte féroce entre diverses microbandes, entre les vestiges de Narros, entre l'ELN et les FARC, entre de nouveaux cartels qui surgirent des ruines des anciennes structures. Les volumes de cocaïne qui transitaient par les terminaux portuaires de Buenaventura étaient encore énormes, environ 100 à 150 tonnes par mois. Mais cette cocaïne n'était plus contrôlée par une seule organisation. Elle était contrôlée par un syndicat de groupes de faibles et en guerre les uns contre les autres, chacun d'eux possédant un petit morceau de l'infrastructure portuaire. Les forces de l'ordre américaines et européennes, étudiant la situation, relevèrent que l'efficacité des interceptions de cocaïne à Buenaventura pendant cette période était d'environ 40 à 50%, c'est-à-dire que la moitié de la cocaïne parvenait encore à atteindre avec succès le marché noir mondial. En ce qui concerne les processus judiciaires et la persécution continue des vestiges de l'organisation, elle se poursuivit inéluctablement. Des dizaines d'anciens membres du cartel de la Val del Norte furent livrés à la justice, condamnés et envoyés dans des prisons en Colombie et aux États-Unis. Certains d'entre eux acceptèrent de collaborer avec les forces de l'ordre en échange de peines plus légères et fournirent des témoignages contre leurs anciens collègues. Les informations qu'ils livrèrent permirent aux services secrets de mieux comprendre la structure de l'organisation et ses méthodes de travail, mais malheureusement, lorsqu'il était déjà trop tard, l'organisation avait déjà pratiquement cessé d'exister. Les spécialistes de la criminalité organisée, analysant cette période, parvinrent à la conclusion que la traque des membres du cartel de la Val del Norte était comme essayer de recueillir de l'eau dans une passoire. Plus on y met d'énergie, plus vite l'organisation se dissout entre les doigts. Pendant cette période, les premiers documentaires et publications médiatiques tentèrent de raconter l'histoire du cartel de la Val del Norte. Mais la plupart d'entre eux restaient superficiels, se bornant à répéter des faits et mythes connus, diffusés dans des sources de faible qualité. La véritable histoire était bien plus complexe, bien plus intéressante et, d'une certaine manière, bien plus tragique. Car ce n'était pas seulement une histoire de criminels et de drogue. C'était une histoire de personnes, d'un système qui poussait ces personnes au crime, d'un État qui était trop faible ou trop corrompu pour s'opposer à ce système. Vers 2018, le cartel de la Val del Norte, en tant que structure criminelle organisée, avait pratiquement cessé d'exister. Il ne restait que des échos, que des souvenirs, que des récits contés dans les bars par de vieux miliciens qui avaient survécu à cette guerre. L'histoire du cartel de la Val del Norte, que nous venons de parcourir du début à la fin, n'est pas seulement un récit de crime. C'est le récit du cycle de vie d'une organisation, de la manière dont des jeunes et des affamés créent un empire, de la façon dont cet empire grandit, devient puissant, fauche des centaines de vies, et puis, inévitablement, commence à s'effondrer sous son propre poids et la pression de l'État. Si nous examinons la période allant des années 70, lorsque les premiers jeunes narcotrafiquants commençaient leurs activités dans la Val del Cauca, jusqu'à 2025, nous aurons une vision complète de la manière dont une organisation criminelle traverse toutes les phases de développement. De la naissance à l'expansion, de l'apogée du pouvoir au début du déclin, puis au démantèlement complet. De dizaines de kilogrammes de cocaïne par mois à la fin des années 70 à 600 tonnes par mois à la fin des années 90.
Ce fut une courbe de croissance exponentielle qui ne pouvait se poursuivre indéfiniment. De 50 à 100 millions de dollars par an à la fin des années 80, à 6 à 7 milliards de dollars par an à la fin des années 90, ce fut une croissance qui permit à l'organisation de corrompre des appareils étatiques entiers et d'influencer les processus politiques dans la région. Mais cette ascension, tout comme la chute subséquente, nous enseigne une vérité simple. Un système bâti sur la violence, la corruption et le crime ne peut exister éternellement. Il peut perdurer longtemps, devenir incroyablement puissant, conquérir l'esprit de millions de personnes, mais finalement, il s'effondre. Il s'effondre sous les coups de la justice, sous la pression de l'État, mais surtout, il s'effondre sous son propre poids de contradiction, sous la pression de conflits internes et de lutte pour le pouvoir. À la fin des années 80, il semblait que le cartel de Medellín, l'empire d'Escobar, existerait pour toujours. Les gens pensaient là que c'était une force indestructible. Mais aujourd'hui, de Medellín, il ne reste que des monuments et des musées. De même, à la fin des années 90, il semblait que le cartel de la Val del Norte, cette machine disciplinée et bien organisée, dominerait l'Amérique du Sud pour toujours. Mais aujourd'hui, de lui, il ne reste que des ruines, que des histoires, que des dossiers judiciaires dans les archives des services secrets américains. Au cours des 30 années d'existence du cartel de la Val del Norte, plus de 100 000 personnes ont été tuées. Ce n'est pas seulement un chiffre. Cela signifie que chacune de ces personnes était le fils, la fille, le mari ou la femme, l'ami de quelqu'un. Chaque homicide signifiait une famille brisée, des rêves anéantis, un avenir perdu. Le préjudice économique découlant de l'activité de l'organisation est estimé entre 100 et 150 milliards de dollars, en pertes directes et indirectes pour l'économie de la Colombie, pour les économies des pays voisins, pour l'économie mondiale dans son ensemble. C'était de l'argent qui aurait pu être dépensé pour l'éducation, la santé, le développement des infrastructures. Au lieu de cela, il a été dépensé pour la drogue et la guerre. Pourtant, en observant l'histoire du cartel de la Val del Norte, nous constatons que l'État, bien que lentement, bien qu'avec de grandes difficultés, a tout de même réussi à l'emporter. Quilim Sotos est en prison, Pavada est en prison, Sanchez est en prison, Montoya est mort. L'organisation qui contrôlait autrefois des territoires, des terminaux portuaires, des villes entières, ne contrôle plus peut-être que de petites rues dans les quartiers criminels. Ce fut une longue guerre, une guerre qui a duré 30 ans, une guerre qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Mais au final, l'État a gagné, ou plus précisément, l'État a trouvé un moyen de coexister avec les vestiges de la criminalité, transformant une organisation redoutable en une nuée de microbandes fragmentées qui ne représentent plus une menace comme auparavant. Mais ici, il est nécessaire de faire une observation extrêmement importante. Quelque chose de similaire peut-il arriver à d'autres cartels? L'histoire de la Val del Norte peut-elle se répéter? En réalité, elle se répète déjà. Actuellement, entre 2024 et 2025, en Colombie et en Amérique latine en général, nous assistons à l'apparition de nouveaux cartels, de nouvelles organisations criminelles qui tiennent compte des erreurs de la Val del Norte et de Medellín et cherchent à construire des structures plus décentralisées, plus résistantes à la pression de la justice. Selon les derniers rapports de la DEA, plus de 200 organisations criminelles actives opèrent actuellement en Colombie et leur nombre est en constante augmentation. Les volumes totaux de production de cocaïne en Colombie ont atteint des valeurs records dans l'histoire, plus de 2000 tonnes par an entre 2023 et 2024. Cela signifie que la guerre contre la drogue, qui dure depuis plus de 50 ans, non seulement n'est pas gagnée, mais est en train d'être perdue. Les organisations criminelles s'adaptent plus rapidement que l'État ne parvient à perfectionner ses méthodes de lutte. Le cartel de la Val del Norte n'a été qu'un chapitre dans le grand livre intitulé « La guerre contre la drogue en Amérique latine ». Et pour l'instant, ce livre est loin d'être terminé. Il ne fait que se déployer, car tant que la demande de drogue existera dans les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord, tant que les prix de la cocaïne resteront si élevés, tant que les gens en Colombie resteront si pauvres qu'ils n'auront rien à perdre, de nouveaux cartels, de nouvelles organisations, de nouvelles structures criminelles surgiront et chercheront à combler la niche laissée par la chute des anciennes organisations. L'histoire du cartel de la Val del Norte est une histoire qui peut servir de leçon. Une leçon sur la façon dont le pouvoir, construit sur la violence et le crime, mène finalement à la chute. Une leçon sur le fait qu'aucune criminalité organisée ne peut exister éternellement. Une leçon sur le fait qu'un système créé sur la base du crime contient en soi les germes de sa propre destruction. Mais c'est aussi une leçon sur la difficulté de combattre la criminalité organisée lorsqu'elle s'intègre dans les structures étatiques, lorsqu'elle corrompt des fonctionnaires, des juges, des policiers. Le cartel de la Val del Norte a réussi à exister si longtemps précisément parce qu'il avait des liens
au plus haut niveau de l'État colombien. C'est pourquoi ses membres pouvaient se déplacer librement, c'est pourquoi les forces de l'ordre travaillaient souvent contre eux avec une main liée derrière le dos. Et même lorsque les services secrets américains et les unités spéciales sont intervenus, le processus d'élimination de l'organisation s'est étiré sur des années. Cela a enseigné à de nombreuses personnes des services secrets et des forces de l'ordre une vérité simple. On ne peut pas vaincre la criminalité si l'on n'a pas la volonté politique de gagner, si l'on n'a pas les ressources, si son propre système est compromis par la corruption. Et nous voici, en tant que spectateurs, en tant que personnes intéressées par l'histoire de la criminalité, avons une occasion unique de comprendre tous ces processus, de les étudier, d'en tirer des leçons. Nous voyons comment des jeunes, dans certaines circonstances, deviennent des criminels. Nous voyons comment les systèmes qui auraient dû combattre la criminalité deviennent souvent ses complices. Nous voyons comment l'argent, le pouvoir et la violence s'entremêlent en des nœuds très difficiles à défaire. Mais nous voyons aussi que la victoire est possible, que l'État, avec une volonté politique suffisante et le soutien de la communauté internationale, peut acculer la criminalité organisée. Et cela nous donne l'espoir que l'histoire du cartel de la Val del Norte ne sera pas éternelle. Qu'un jour ou l'autre, l'histoire de la criminalité, l'histoire de la guerre contre la drogue, l'histoire de la lutte entre l'État et la criminalité organisée prendra un nouveau tournant. Si cette histoire vous a plu, si vous avez été captivé par le récit de la naissance, du développement et de l'effondrement de l'une des organisations criminelles les plus puissantes de l'histoire de l'Amérique latine, je vous demande de faire un geste simple. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce geste, aussi minime qu'il puisse paraître, signifie énormément pour nous. Il nous indique que vous êtes intéressé par ces récits, que vous souhaitez en savoir plus sur la véritable histoire de la criminalité, sur les personnes réelles qui se trouvaient derrière ces organisations, sur les conséquences réelles de leurs activités. Outre le « J'aime », je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Car de nombreuses autres histoires nous attendent, des histoires d'autres cartels, d'autres organisations criminelles, d'autres personnes qui ont marqué l'histoire de l'Amérique latine et du monde entier. Des histoires qui ont changé le cours de l'histoire, qui nous montrent comment fonctionne le pouvoir réel, comment fonctionne la corruption réelle, comment se structure la criminalité réelle. L'histoire du cartel de la Val del Norte n'est que le commencement. Permettez-vous d'en savoir plus. Permettez-vous de vous immerger dans un monde qui se cache derrière les coulisses de l'histoire officielle. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche des notifications et vous ne manquerez aucune des histoires futures. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire du cartel de la Val del Norte. On se retrouve dans les prochaines vidéos.